Il affirmait que les principes de la chiropraxie lui avaient été transmis depuis l'autre monde. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat finlandais nommé Emo Koivunen vécut une expérience presque inimaginable. Il faisait partie d'une unité chargée de patrouiller dans les régions enneigées lorsque son groupe fut attaqué par les forces soviétiques. Dans la confusion, Koivunen se retrouva isolé et pourchassé. À bout de force, il prit une décision désespérée, avaler toute la réserve de méthamphétamine que l'armée allemande avait fournie à son unité pour rester éveillé au combat. Ce stock représentait une semaine entière de doses. Presque immédiatement, il entra dans un état de surexcitation extrême. Dopé par la drogue, il continua seul son combat contre l'ennemi, échappant aux patrouilles soviétiques dans la neige. Mais cette frénésie l'amena à subir une série d'épreuves terribles. À un moment, il déclencha une mine terrestre qui le blessa grièvement. Isolé, affamé et incapable de recevoir des soins, il dut survivre par tous les moyens possibles. Il chassa des oiseaux avec ses mains et les dévora crus pour garder un minimum d'énergie. Malgré ses blessures et l'effet chaotique des drogues dans son corps, il continua à avancer, parcourant des centaines de kilomètres à ski à travers la taïga enneigée. Les températures glaciales, la douleur et l'épuisement auraient dû l'emporter, mais il persista. Et contre toute attente, il survécut. Après plusieurs jours d'errance hallucinée, il fut finalement retrouvé vivant. L'histoire d'Emo Koivunen est restée célèbre comme l'une des anecdotes les plus incroyables de la guerre. Un soldat qui, dopé à l'excès, affronta seul la nature, les blessures et l'ennemi, et réussit à en réchapper. Échille, l'un des plus grands dramaturges de la Grèce antique et considéré comme le père de la tragédie, eut une fin aussi étrange qu'inattendue. Cet homme qui avait écrit des pièces marquées par le destin, la fatalité et les coups cruels du sort mourut lui-même d'une manière digne d'une ironie tragique. Selon les récits anciens, Échille se trouvait en Sicile au VE siècle avant notre ère. Alors qu'il marchait à découvert, un aigle planait au-dessus de lui avec une tortue dans ses serres. L'oiseau, suivant son instinct de prédateur, cherchait une surface dure pour lâcher sa proie et briser sa carapace afin de la manger. Voyant le crâne chauve du philosophe brillant sous le soleil, il le confondit avec un rocher. L'aigle lâcha la tortue, et celle-ci s'écrasa sur la tête d'Échille, le tuant sur le coup. Ainsi, le père de la tragédie trouva la mort dans une scène digne de l'absurde, comme si la réalité elle-même s'était jouée de lui. Cette mort insolite fut rapportée par les chroniqueurs de l'époque et resta dans l'histoire comme l'un des destins les plus singuliers de l'Antiquité. La classe des samouraïs au Japon a officiellement pris fin dans les années 1870, au moment de la restauration de Meiji et de la modernisation accélérée du pays. Pourtant, l'invention du premier fax remonte à 1843, grâce à Alexander Bain, qui imagina un procédé permettant de transmettre des images et des textes via les lignes télégraphiques. Ce simple chevauchement chronologique ouvre une possibilité aussi absurde que délicieuse à imaginer. Abraham Lincoln aurait pu, en théorie, recevoir un fax d'un samouraï. Bien sûr, rien de tel n'est jamais arrivé. Les fax de cette époque étaient rudimentaires, expérimentaux et loin d'être répandus. Mais l'idée qu'un guerrier japonais, encore armé de son katana et drapé dans l'éthique du Bushido, puisse envoyer un message technologique ultramoderne à un président américain du XIXe siècle, plongé en pleine guerre civile, a quelque chose de presque surréaliste. On y voit deux mondes qui semblent séparés par des millénaires se croiser, réunis dans une possibilité historique que personne n'a jamais exploitée. L'année est 1754 si ma mémoire est bonne. Lorsque George Washington était un jeune lieutenant au service de la couronne dans une milice de Virginie, il a littéralement déclenché la guerre de 7 ans, appelée en Amérique la guerre de la conquête, en ordonnant à ses hommes d'ouvrir le feu, par erreur, sur un groupe d'émissaires français non armés dans la vallée de l'Ohio. Cet épisode a conduit à son retrait de la vie militaire après que ses supérieurs lui eurent fait comprendre qu'il était un échec et qu'il ne connaîtrait jamais d'avancement. Pendant ce temps, la guerre de 7 ans fait rage durant cette longue année et implique plusieurs puissances mondiales.
À la suite de ce conflit, l'Angleterre se retrouve ruinée et cherche désespérément à renflouer ses caisses. Pour y parvenir, elle impose de lourdes taxes aux colonies américaines. Ces taxes provoquent le soulèvement des colonies et le déclenchement de la Révolution américaine. 20 ans après l'incident de l'Ohio, George Washington, désormais plus âgé, est appelé à prendre la tête des forces révolutionnaires en tant que général. Avec l'aide de la France, l'Amérique remporte cette guerre et devient une nation indépendante. George Washington est alors élu presque à l'unanimité pour diriger ce nouveau pays. En résumé, un jeune George Washington a commis une erreur qui aurait pu mettre fin à sa carrière en ordonnant une embuscade qui déclencha la guerre de 7 ans. Cette guerre a ruiné l'Angleterre, qui a alors taxé les colonies, ce qui a mené à la Révolution américaine. Cette révolution a ramené Washington à la tête de l'armée, l'a conduit à la victoire et, finalement, à son élection comme premier président des États-Unis. C'est sans doute l'exemple le plus spectaculaire d'un homme ayant échoué vers le haut dans toute l'histoire. C'est absolument incroyable et pourtant entièrement vrai. L'inventeur du carburant pour fusée est considéré comme l'un des pères de la science des fusées, Jack Parsons, n'était pas seulement un pionnier de la propulsion. C'était aussi un personnage à la frontière du génie scientifique, du mysticisme occulte et du scandale. Il a littéralement commencé ses premières expériences dans son jardin, bricolant des prototypes qui allaient poser les bases de la propulsion moderne. Mais derrière ces succès techniques se cachait une vie personnelle et spirituelle qui semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction teinté d'ésotérisme. Parsons était bisexuel et adepte du satanisme, mais pas d'un satanisme caricatural façon cinéma d'horreur. Il s'était rapproché d'Aleister Crowley, figure controversée de l'occultisme britannique et fondateur de la religion Thelema, avec qui il entretenait une correspondance. Fasciné par l'idée de magie sexuelle et de rituels ésotériques, il voyait dans l'exploration mystique une quête parallèle à l'exploration scientifique. Pour lui, l'énergie spirituelle et l'énergie propulsive étaient deux versants d'un même désir de dépassement. Sa vie sentimentale fut tout aussi rocambolesque. Son épouse le quitta pour elle, Ron Hubbard, qui allait plus tard fonder la scientologie. Ce détail seul illustre à quel point Parsons vivait à la croisée de mondes étranges, celui des ingénieurs visionnaires, celui des mystiques de l'ombre et celui des futurs prophètes de nouvelles religions. Sa maison, où il menait ses recherches, était devenue une sorte de foyer communautaire pour artistes, marginaux, occultistes et scientifiques en herbe, une bulle où les frontières entre science et magie semblaient volontairement brouillées. La Première Guerre mondiale a commencé à cause d'un assassinat, mais il s'agissait au départ d'un assassinat raté. Alors que l'archiduc François-Ferdinand circule en voiture dans la ville, ses tueurs l'attendent sur l'itinéraire prévu puisqu'ils savent où il doit passer. Les deux premiers conjurés n'osent pas agir. Le troisième lance une bombe, mais celle-ci rebondit sur la voiture de l'archiduc et explose derrière lui, endommageant la voiture suivante. Pris de panique, l'assassin avale une pilule de cyanure puis saute dans la rivière voisine. Le cyanure est trop faible et ne fait que le rendre malade, la rivière n'a que 60 cm de profondeur, il ne risque donc rien. Il est capturé vivant. François Ferdinand atteint sa destination, prononce son discours et plaisante même sur la tentative d'assassinat. Ensuite, il discute avec sa sécurité pour savoir comment quitter la ville sans danger. On lui assure qu'un itinéraire de secours est prévu. Le cortège repart, mais personne n'a prévenu les chauffeurs du changement de plan. Il continue donc sur l'itinéraire initial jusqu'à ce qu'un officier remarque l'erreur et ordonne de faire demi-tour. Le chauffeur s'arrête aussitôt pour manœuvrer, et cela se produit juste devant le dernier assassin, installé tranquillement dans un café. Il saisit l'occasion et tire. Et c'est ainsi que la Première Guerre mondiale éclate. En 897, l'un des épisodes les plus étranges et macabres de l'histoire de l'Église catholique eut lieu. Le pape Étienne VI, animé par des rivalités politiques et ecclésiastiques, décida de mettre en procès son prédécesseur, le pape Formose, mort pourtant depuis environ 7 mois. Ce procès, resté célèbre sous le nom de Synodus Oranda ou Concile cadavérique, dépasse presque l'entendement.
Le corps de Formose fut exhumé de sa tombe, encore en état de décomposition, et littéralement assis sur un trône dans la salle du tribunal pontifical, devant un public médusé. Les évêques présents, sous la pression d'Étienne VI, procédèrent comme s'il s'agissait d'un procès ordinaire. Les accusations portées concernaient principalement le parjure et la violation du droit canon, notamment sur le fait que Formose avait accepté le pontificat alors qu'il avait déjà été évêque ailleurs, ce qui était interdit. La scène, telle qu'on l'imagine, est d'une théâtralité morbide. Un cadavre en habits pontificaux, maintenu assis, incapable bien sûr de se défendre, tandis qu'un diacre parlait à sa place, jouant le rôle d'avocat du mort. L'Assemblée prononça un jugement de culpabilité. Le corps de Formose fut dépouillé de ses vêtements liturgiques, les 3 doigts de la main droite qu'il utilisait pour bénir furent tranchés, et sa dépouille, considérée comme indigne, fut finalement jetée dans le Tibre. À New York, en 1870, un homme nommé Alfred Ely Beach décida de construire en secret un métro expérimental. Il n'avait obtenu aucune autorisation du gouvernement et il prétendait que son projet n'était qu'un simple système de tubes pneumatiques destiné à transporter des messages. En réalité, il avait l'ambition d'y faire voyager des personnes. Lorsqu'il présenta son invention au public, ce fut un véritable choc. Les habitants de la ville accoururent pour découvrir ce moyen de transport futuriste et ils furent fascinés par l'expérience. Le trajet était très court car il n'existait qu'une seule station, mais cela suffisait à créer un engouement incroyable. Malgré l'intérêt des curieux, le projet fut abandonné pour des raisons politiques et financières, puis totalement oublié. Le tunnel fut scellé et ce métro fantôme disparut de la mémoire collective. Bien des années plus tard, en 1911, alors que New York entreprenait enfin la construction de son véritable réseau de métro, les ouvriers commencèrent à creuser de nouveaux tunnels. À leur grande surprise, ils débouchèrent sur l'ancien passage construit par Alfred Beach, intact sous la ville depuis plus de 40 ans. Ils découvrirent la rame abandonnée, le tunnel encore solide, les fresques décoratives sur les murs, les lampes élégantes, et même un piano qui avait servi à divertir les voyageurs lors de leur attente. Les ouvriers restèrent sans voix devant cette scène incroyable. Ils s'attendaient à creuser dans la roche pour faire naître un métro moderne et ils venaient en réalité de réveiller un métro oublié, un monde souterrain figé dans le temps. L'idée que New York ait déjà possédé un métro secret avant même son grand réseau officiel laissa tout le monde stupéfait. Lors du siège français du château de Douvres en 1216 à 1217, un épisode unique de l'histoire médiévale s'est produit. Alors que les forces françaises tentaient de prendre la forteresse, les défenseurs anglais creusèrent un tunnel non pas pour miner les murs ennemis, mais pour sortir de l'enceinte et attaquer leurs assaillants par derrière. C'est le seul cas connu d'utilisation d'un contre-tunnel de siège. L'image est frappante, au lieu d'attendre passivement derrière leur rempart, les assiégés ont inversé la logique de la guerre de siège. Ils ont utilisé la même stratégie que leurs ennemis mais en détournant son usage, passant de la défensive à une offensive surprenante. Cela montre que même au Moyen Âge, où les techniques de siège étaient codifiées et répétitives, l'ingéniosité et l'audace pouvaient changer le cours d'un affrontement. Ce type d'événement, rare et documenté, rappelle que l'histoire militaire est parfois marquée par des éclairs de créativité qui brisent la monotonie des batailles conventionnelles. Des siècles plus tard, un autre récit, tout aussi improbable mais dans un contexte totalement différent, allait marquer les esprits. Lors de la catastrophe du Titanic en 1912, un chef cuisinier nommé Charles Jouguin se distingua par un comportement aussi singulier qu'efficace. Alors que le paquebot sombrait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, il passa son temps à aider les passagers à rejoindre les canaux de sauvetage, tout en jetant des chaises longues par-dessus bord pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Mais ce détail n'est pas le plus étonnant. Jouguin continua de boire de l'alcool pendant toute la durée de la catastrophe. Et c'est précisément ce qui lui sauva la vie. L'alcool qu'il avait ingéré empêcha son corps de ressentir immédiatement l'effet paralysant des eaux glacées. Alors que la majorité des victimes succombaient en quelques minutes à l'hypothermie, Jouguin survécut plusieurs heures dans l'océan, jusqu'à ce qu'un canot vienne le repêcher. Le fait qu'une habitude souvent associée au danger, l'ivresse, ait ici joué le rôle d'un bouclier contre la mort ajoute une dimension paradoxale et presque ironique à son histoire.
Ces deux récits n'ont en apparence rien en commun, un château médiéval assiégé et un paquebot de luxe englouti au XXe siècle. Pourtant, ils partagent une même leçon: face à l'extrême, l'imprévu et l'ingéniosité humaine peuvent faire basculer le destin. Qu'il s'agisse d'un tunnel creusé à l'envers pour surprendre un ennemi ou d'un estomac rempli d'alcool qui retarde la mort dans des eaux glaciales, ces épisodes rappellent que l'histoire est façonnée autant par la stratégie calculée que par des coups du sort improbables. Le 22 septembre 1914, en pleine Première Guerre mondiale, un marin britannique nommé Wenman Wickham Musgrave, surnommé Kit, vécut une journée absolument incroyable. Ce matin-là, il se trouvait à bord du croiseur de la Royal Navy, le HMS Aboukir, en patrouille au large des côtes néerlandaises. Peu après le lever du jour, le navire fut frappé par une torpille tirée par le sous-marin allemand SM Hugh 9. L'explosion fut terrible et l'équipage crut d'abord que le croiseur avait touché une mine. Dans la panique, des centaines de marins sautèrent à la mer pour sauver leur vie, parmi eux Kit. Deux autres navires britanniques, le HMS Hogg et le HMS Cressy, se rapprochèrent pour secourir les survivants. Kit, épuisé mais décidé à vivre, nagea tant bien que mal vers le Hogg. Alors qu'il s'apprêtait à grimper à bord, une nouvelle torpille lancée par le même sous-marin allemand transperça la coque et fit sombrer le navire sous ses yeux. Kit fut de nouveau précipité dans l'eau froide, entouré de débris et de marins en détresse. Il reprit courage et se dirigea ensuite vers le Cressy, l'unique bâtiment encore debout. Mais à peine eut-il atteint son flanc qu'une troisième torpille frappa. Le Cressy s'inclina, explosa et disparut à son tour dans les flots. En l'espace d'une seule matinée, 3 croiseurs britanniques avaient été envoyés par le fond par un unique sous-marin. Près de 1400 marins périrent dans cette tragédie. Kit, lui, survécut une troisième fois. Il se retrouva seul, flottant sur un morceau de bois arraché à l'un des navires. À bout de force, il finit par perdre connaissance. Des heures plus tard, un chalutier hollandais passant dans la zone repéra son corps inanimé et réussit à le hisser à bord. Contre toute attente, Kit reprit vie. Ce jeune marin, qui avait échappé à la mort à 3 reprises dans la même journée, continua sa route. Il survécut à la Première Guerre mondiale, reprit du service en 1939, traversa la Seconde Guerre mondiale, et parvint à vivre jusqu'à l'âge de 90 ans. Tsutomu Yamaguchi était un homme d'affaires japonais en déplacement à Hiroshima le 6 août 1945. Ce jour-là, il travaillait à environ 3 km de l'épicentre de l'explosion atomique. L'onde de choc le projeta violemment, mais il survécut avec seulement des blessures mineures et, chose remarquable, sans exposition significative aux radiations. Ébranlé par ce qu'il venait de vivre et témoin direct d'un événement qui allait marquer l'histoire mondiale, il décida d'écourter son voyage et de rentrer chez lui. Son foyer se trouvait à Nagasaki. Le 9 août, seulement 3 jours plus tard, une seconde bombe atomique fut larguée sur cette ville. Yamaguchi se trouvait de nouveau à environ 3 km de l'épicentre. Une fois encore, il fut soufflé par l'explosion. Cette fois-ci, il subit une certaine exposition aux radiations, mais il survécut malgré tout. L'histoire de cet homme défie l'imagination. La probabilité de se trouver au cœur de 2 des seules attaques nucléaires de l'histoire, à une distance critique mais pas fatale dans les 2 cas, est presque inconcevable. C'est un mélange d'horreur, de hasard tragique et de résilience humaine. Yamaguchi n'est pas seulement un survivant, il est ce que les Japonais appellent un Ijibakusha, un double exposé. Peu de personnes au monde portent ce titre, et son expérience a fini par symboliser, malgré lui, la fragilité et la ténacité de la vie humaine face à la destruction massive. Dans les années 50, Judy Cohen fut l'une des toutes premières femmes ingénieures en aérospatiale, un domaine dominé presque exclusivement par les hommes. Sa carrière la mena à participer à des projets de tout premier plan, et elle contribua à la mise au point du télescope spatial Hubble, au système de relais et de suivi de données, et travailla également sur le missile Minuteman. Lorsqu'elle rejoignit le programme Apollo, elle était déjà reconnue pour sa rigueur et son intelligence. Mais un épisode marqua particulièrement sa vie et son héritage.
Alors qu'elle était enceinte et qu'elle poursuivait son travail sur un composant essentiel du programme, le système de guidage d'abandon, elle ressentit les premières contractions annonçant l'accouchement. Plutôt que de se précipiter directement à l'hôpital, elle s'arrêta d'abord pour récupérer les documents techniques relatifs au problème sur lequel elle travaillait. À l'hôpital, entre deux contractions, Judy se pencha sur les schémas et les calculs. Elle parvint à identifier la solution à une difficulté qui aurait pu compromettre la sécurité des équipages. Ce système de guidage d'urgence se révéla par la suite décisif, notamment lors de la mission Apollo 13, lorsqu'il permit aux astronautes de regagner la Terre sains et saufs après l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Une fois sa tâche accomplie, Judy mit au monde son enfant. Cet enfant n'était autre que Jack Black, qui devint plus tard l'acteur et musicien que tout le monde connaît aujourd'hui. Ainsi, dans une même journée, Judy Cohen avait à la fois contribué à sauver de futures vies humaines dans l'espace et donné la vie à son fils, inscrivant à jamais son nom dans deux histoires très différentes mais tout aussi extraordinaires. Cela paraît totalement impossible à croire, mais les requins existaient sur Terre bien avant les arbres. À première lecture, on a presque envie de rejeter cette idée comme une exagération. Les arbres semblent tellement fondamentaux à l'image que l'on se fait de la planète Terre que les imaginer absents alors que les océans grouillés déjà de prédateurs redoutables paraît contre-intuitif. Pourtant, les données paléontologiques sont claires, les premiers ancêtres des requins sont apparus il y a environ 450 millions d'années, tandis que les premiers arbres véritables, avec leurs troncs massifs et leurs feuilles, ne se sont développés qu'autour de 380 millions d'années. Pendant près de 70 millions d'années, la planète abritait déjà des créatures marines sophistiquées, mais aucune des forêts luxuriantes que nous associons aujourd'hui à la vie terrestre. Il faut s'imaginer la Terre de cette époque. Les continents étaient encore largement stériles, couverts de mousse, de fougères primitives et de simples plantes au ras du sol. Le ciel était le domaine d'insectes encore balbutiants, mais aucune canopée n'existait pour filtrer la lumière. Dans les mers, en revanche, les requins avaient déjà évolué en chasseurs adaptés, avec des dents et des mâchoires capables de broyer leur proie. Ce contraste est saisissant, alors que la surface terrestre ressemblait à un paysage austère et vide, les océans étaient déjà des environnements complexes avec une chaîne alimentaire bien établie. Ce fait change aussi la perspective sur ce que l'on appelle l'ancien. On imagine souvent les dinosaures comme les champions de l'ancienneté, mais les requins sont encore plus impressionnants dans leur longévité. Ils ont survécu à plusieurs extinctions massives, à des changements climatiques colossaux, à la dérive des continents, et ils nagent encore aujourd'hui dans nos mers, héritiers d'une lignée qui précède de très loin les forêts que nous connaissons. Wilmer Emselin était un commerçant de Virginie dont la vie prit une tournure singulière au cours de la guerre de Sécession. Son nom reste associé à un étrange paradoxe. Sa maison fut le théâtre du tout premier grand affrontement de la guerre et, quelques années plus tard, sa nouvelle demeure devint le lieu où le conflit prit fin. En 1861, sa première maison se trouvait près de Manassas, en Virginie. C'est là que la première grande bataille éclata, connue sous le nom de bataille de Bull Run. Sa maison fut réquisitionnée par le général confédéré Beauregard et servit de quartier général. Les combats firent rage tout autour de la propriété, et Emselin vit son quotidien paisible se transformer en champ de bataille. Décidé à protéger sa famille et à fuir le tumulte, il choisit de s'éloigner de la zone des combats. Il déménagea plus de 160 km au sud, dans le petit village d'Appomattox Courthouse, pensant enfin trouver la tranquillité. Mais le destin en décida autrement. En avril 1865, son nouveau foyer fut choisi pour accueillir une rencontre historique. C'est dans son salon que le général Robert Lee, commandant de l'armée confédérée, signa la reddition face au général Ulysses Grant, marquant la fin effective de la guerre de Sécession. Ainsi, la maison de Wilmer Emselin avait vu la guerre commencer et une autre de ses maisons avait vu la guerre se terminer. Lui-même résuma plus tard cette étrange destinée en disant que le conflit avait commencé dans son jardin et s'était achevé dans son salon. Les humains ont inventé le godemiché bien avant la roue. À première vue, cela paraît presque absurde,
comme une blague de comptoir ou une punchline destinée à provoquer. Pourtant, quand on y regarde de plus près, cette affirmation repose sur des faits archéologiques étonnants. On a retrouvé des objets en pierre et en os, datés de plus de 20 000 ans, façonnés de manière à ressembler à des phallus et interprétés comme les plus anciens sextoys connus. En comparaison, l'invention de la roue, souvent perçue comme le symbole de l'ingéniosité humaine, n'apparaît qu'autour de 3500 avant notre ère. Autrement dit, pendant des millénaires, l'humanité a façonné des outils pour le plaisir avant même de mettre au point un moyen de transport circulaire. Ce détail change radicalement la manière dont on perçoit les priorités des premiers humains. On imagine souvent la préhistoire comme une époque où la survie primait sur tout, où l'énergie était dirigée vers la chasse, la cueillette et la protection contre les éléments. Pourtant, la fabrication de godemichés révèle une autre dimension, même dans des conditions difficiles, le désir, la sexualité et l'expression corporelle avaient une place importante. Le plaisir n'était pas seulement un luxe, c'était aussi une fonction sociale et psychologique qui faisait partie intégrante de la vie. En 1838, dans l'État du Missouri, le gouverneur Lilburn Bogg prit une décision dramatique qui marqua profondément l'histoire des Mormons. Face aux tensions grandissantes entre les colons établis et les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il signa un ordre exécutif d'une brutalité inouïe. Cet ordre, resté tristement célèbre sous le nom des « exterminations ordaires », autorisait et encourageait l'expulsion, la persécution et même la mise à mort des Mormons présents dans l'État. Pour les familles visées, la conséquence fut immédiate. Des communautés entières durent fuir leurs terres dans la peur, abandonnant maisons, champs et commerces. Beaucoup trouvèrent refuge dans les États voisins, et plusieurs périrent durant cet exode forcé. Cet acte officiel, émanant de la plus haute autorité de l'État, légitima pendant des années la violence et les injustices subies par les Mormons au Missouri. Ce qui frappe encore davantage est que cette ordonnance, malgré son caractère extrême, ne fut jamais annulée officiellement au cours du XIXe siècle ni même du début du XXe. Elle demeura inscrite dans les archives de l'État, ignorée mais toujours valide, comme une cicatrice administrative et morale. Ce n'est qu'en 1976, plus de 130 ans plus tard, qu'un gouverneur du Missouri, Christopher Bon, décida enfin de lever officiellement cette ordonnance. Ce geste symbolique marqua la reconnaissance publique d'une injustice historique et résonna comme une forme de réparation, même tardive, envers la communauté mormone. Ainsi, un texte signé dans un climat de peur et de haine en 1838 resta en vigueur jusqu'à une époque où l'homme marchait déjà sur la Lune et où la société américaine avait profondément changé. Cela rappelle combien les lois et décisions politiques peuvent parfois perdurer bien au-delà du contexte qui les a vus naître. Un petit garçon aurait un jour remporté une médaille d'or olympique après avoir été recruté à la dernière minute par une équipe d'aviron qui dépassait la limite de poids. Utilisé comme barreur de fortune, il a permis à l'équipe de participer, puis a disparu avant même que la cérémonie de remise des médailles n'ait lieu. Il n'a jamais réapparu et personne ne sait encore aujourd'hui qui il était. Ce récit fait partie de ces histoires à la frontière entre mythe et réalité, suffisamment crédible pour intriguer et tellement étrange qu'elles semblent inventées. On imagine la scène, une équipe de rameurs désespérés, trop lourde pour être acceptée, cherchant une solution rapide et trouvant un enfant au bord du bassin. Le garçon monte dans l'embarcation, sans réaliser peut-être l'ampleur de ce qui est en jeu, et devient en l'espace de quelques minutes un champion olympique. Puis, tout aussi vite, il s'éclipse, redevenant anonyme comme s'il n'avait jamais existé. Ce mystère soulève de nombreuses questions. Était-ce un gamin du coin, curieux d'approcher les athlètes? Était-ce le fils d'un spectateur, happé par le hasard de la situation? Et surtout, savait-il vraiment ce qu'il venait d'accomplir ou a-t-il quitté le lieu en pensant avoir seulement participé à une course improvisée? L'idée que quelqu'un puisse avoir une médaille d'or à son nom sans jamais la réclamer fascine, car cela renverse complètement l'image qu'on se fait des Jeux olympiques. En 1866, lors de la guerre austro-prussienne, le minuscule pays du Liechtenstein prit une décision étonnante. Bien qu'il ne disposât que d'une armée symbolique,
il envoya un petit détachement pour participer à la défense d'un col stratégique situé entre l'Autriche et l'Italie. En tout, 80 soldats furent mobilisés. Ce groupe, modeste en nombre mais animé d'un véritable sens du devoir, quitta Vaduz et marcha vers la frontière. Leur mission consistait principalement à surveiller le passage et à s'assurer qu'aucune troupe ennemie ne franchisse la montagne. Les soldats vécurent dans ces hauteurs plusieurs semaines, sans jamais rencontrer directement l'ennemi. Le climat rude, la solitude et la tension de l'attente furent leurs principaux adversaires. Lorsque la guerre prit fin et que le détachement reçut l'ordre de rentrer au pays, les habitants du Liechtenstein se préparèrent à accueillir leurs hommes, craignant d'apprendre la perte de certains d'entre eux. Mais à la surprise générale, ce ne fut pas 80 soldats qui revinrent, mais 81. Non seulement aucun d'entre eux n'avait trouvé la mort, mais en chemin, ils avaient même gagné un compagnon supplémentaire, un homme qui avait décidé de se joindre à eux et de partager leur destin. Cet épisode insolite marqua les mémoires, une guerre qui n'avait coûté aucune vie au Liechtenstein et qui, paradoxalement, avait augmenté la taille de son armée d'un soldat supplémentaire. L'histoire est restée célèbre comme l'une des anecdotes militaires les plus étonnantes d'Europe. Le 3 mars 1876, des morceaux de viande rouge sont tombés d'un ciel parfaitement dégagé près de Olympia Springs, dans le Kentucky, couvrant une zone d'environ 90 mètres sur 45. Le phénomène a été observé par une femme du nom de Mrs. Crouch et a rapidement été baptisé Kentucky Meat Shower. Les habitants de l'époque ont été complètement déconcertés par cet événement. Quand on imagine la scène, on voit ce contraste étrange entre la tranquillité d'un matin ordinaire et cette pluie improbable de chair animale qui s'écrase sur le sol, sur les clôtures et dans les champs. C'est le genre de détail qui pourrait passer pour une anecdote absurde sortie d'un roman de science-fiction, et pourtant il est bien documenté. Les témoins étaient convaincus que ce qu'ils voyaient était réel. Des morceaux de viande, certains gros comme une main, d'autres réduits à de petites lamelles, tombaient littéralement du ciel sans aucune explication immédiate. Très vite, les spéculations ont fusé. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un signe divin, d'autres parlaient d'expériences surnaturelles. Une hypothèse plus terre à accent grave terre a suggéré que des vautours en plein vol auraient vomi collectivement après avoir été dérangés, ce qui expliquerait pourquoi la viande semblait venir d'en haut. D'autres, plus fantasques, ont voulu y voir l'intervention d'entités venues d'ailleurs, comme si le ciel lui-même s'était ouvert pour jeter à la terre une offrande mystérieuse. Ce qui rend l'histoire encore plus fascinante, c'est qu'il reste une trace matérielle de cet événement. Un échantillon préservé, identifié plus tard comme étant du tissu pulmonaire animal, est aujourd'hui exposé au Bad County History Museum. Cela donne une dimension tangible à ce qui pourrait autrement passer pour une légende urbaine ou un récit exagéré de village. L'Empire aztèque, malgré son éclat et sa puissance, eut une existence étonnamment brève. Fondé au début du XVe siècle, il s'imposa comme une force dominante en Mésoamérique, bâtissant une capitale impressionnante, Tenochtitlan, et étendant son influence sur des peuples voisins grâce à des conquêtes militaires et à un système d'alliances. Pourtant, moins d'un siècle après sa naissance, il disparut brutalement sous les coups de la conquête espagnole menée par Hernán Cortés au début du XVIe siècle. Ce qui rend cette chronologie encore plus frappante, c'est la comparaison avec l'Europe de la même époque. Lorsque l'Empire aztèque fut fondé, l'université d'Oxford en Angleterre existait déjà depuis plus de 3 siècles. Elle avait vu passer des générations d'étudiants, s'était enracinée dans la tradition intellectuelle européenne et formait déjà un centre de savoir respecté. Ainsi, une institution académique européenne était bien plus ancienne que tout l'Empire aztèque, du début à la fin. Cette comparaison souligne à quel point les rythmes de l'histoire peuvent être différents selon les régions du monde. D'un côté, un empire fulgurant qui atteignit des sommets culturels et militaires en moins de 100 ans avant de s'effondrer, et de l'autre, une université médiévale qui, déjà ancienne à l'époque, existe encore aujourd'hui et continue de prospérer après plus de 8 siècles. La dernière exécution par guillotine à Paris a eu lieu alors qu'un cinéma du quartier projetait Star Wars. Quand on y pense, ce détail a quelque chose de vertigineux.
On associe la guillotine à une époque sombre de l'histoire française, à des images en noir et blanc ou à des récits de la Révolution. Pourtant, ce n'est pas un vestige lointain réservé aux manuels scolaires. Elle a continué à être utilisée jusque dans la fin du XXe siècle, à une époque où les gens se pressaient déjà dans les salles obscures pour découvrir une saga futuriste qui parlait de galaxies lointaines, de batailles spatiales et de sabres laser. L'idée qu'une telle machine de mort pouvait encore être actionnée dans la même ville où des spectateurs, à quelques rues de là, s'émerveillaient devant l'univers de George Lucas, donne une impression de décalage presque irréel. C'est un rappel brutal que les lignes du progrès ne sont jamais droites et que les ruptures que l'on croit évidentes arrivent souvent plus tard qu'on ne l'imagine. Pendant qu'une génération de jeunes adultes se passionnait pour Luke Skywalker et rêvait d'un avenir intergalactique, un homme entrait dans l'histoire malgré lui, en devenant la dernière personne exécutée par une machine héritée du XVIIIe siècle. Ce contraste souligne à quel point la société peut vivre dans deux temporalités en même temps, entre modernité culturelle et archaïsme judiciaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un chien devint un véritable héros de manière totalement inattendue. L'animal, une petite chienne courageuse, reçut la médaille de la Croix-Bleue, une distinction attribuée aux animaux ayant accompli des actes extraordinaires au service des humains. L'histoire raconte qu'un jour, une bombe larguée lors d'un bombardement n'avait pas explosé et représentait un danger mortel pour les habitants du quartier. Alors que les démineurs n'avaient pas encore eu le temps d'intervenir, la chienne s'approcha innocemment de l'engin. Elle leva la patte et urina directement dessus. Contre toute attente, ce geste banal eut pour effet de neutraliser le mécanisme fragile de la bombe, qui cessa de représenter une menace. Les habitants et les militaires, stupéfaits, réalisèrent que ce chien venait probablement de sauver des vies simplement en suivant son instinct. Son action, aussi improbable que providentielle, lui valut d'être décoré officiellement. Ainsi, au milieu des récits de batailles et de sacrifices humains, cette petite chienne entra dans l'histoire comme l'animal qui avait désamorcé une bombe en faisant quelque chose d'aussi naturel qu'uriner. En 1894, le docteur John Harvey Kellogg inventa les cornflakes, et derrière ce petit déjeuner anodin se cache une vision du monde beaucoup plus étrange que ce que l'on imagine. Kellogg était médecin, directeur d'un sanatorium à Battle Creek dans le Michigan, et un fervent défenseur de la tempérance, de la pureté morale et d'une hygiène de vie presque obsessionnelle. Pour lui, la santé du corps était directement liée à la santé de l'âme. Et dans sa logique, une alimentation trop riche, épicée ou stimulante excitait non seulement l'estomac mais aussi les désirs sexuels. Kellogg était obsédé par ce qu'il appelait les pensées impures et surtout par la masturbation, qu'il considérait comme un mal absolu, responsable d'un éventail de maladies allant de la tuberculose à la folie. Sa solution ? Une diète stricte, végétarienne, fade, destinée à calmer le corps et donc à dompter les pulsions. C'est dans ce contexte que naquirent les cornflakes, des céréales simples, sans épices ni sucre, conçues pour couper court aux tentations de la chair. Dans les années 1970, en Allemagne de l'Ouest, un programme d'État fut mis en place pour placer des enfants issus de familles en difficulté dans des foyers d'accueil. Mais ce qui devait être une mesure de protection et de soutien s'avéra être une véritable tragédie. Les autorités, en toute connaissance de cause, confièrent des enfants à des hommes identifiés comme pédophiles. Les conséquences furent désastreuses et, malheureusement, prévisibles. La grande majorité des enfants, principalement des garçons, furent victimes d'abus sexuels et de viols de la part de ceux qui étaient censés les protéger. Ce système, aujourd'hui considéré comme l'un des scandales les plus sombres de l'après-guerre en Allemagne, a marqué durablement la vie de ces enfants devenus adultes. Pendant longtemps, cette affaire resta enfouie, ignorée par les institutions et la société. Les victimes, souvent réduites au silence par la honte et la douleur, n'eurent pas la possibilité d'être entendues. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que l'ampleur de ce programme et de ses horreurs fut pleinement révélée, suscitant l'indignation et des enquêtes historiques. Cette page de l'histoire rappelle combien une décision politique, prise sous prétexte d'organisation sociale, peut avoir des conséquences dévastatrices lorsqu'elle sacrifie la sécurité des plus vulnérables.
Dans les années 1950, à la station de recherche Vostok en Antarctique, un simple jeu d'échecs aurait tourné au drame. Deux scientifiques soviétiques, isolés au milieu des glaces, auraient disputé une partie qui dégénéra. Quand l'un d'eux perdit, la frustration monta à un niveau inimaginable. Il se serait emparé d'une hache et attaqua son adversaire, le tuant sur place. L'histoire raconte que cet incident aurait conduit les autorités soviétiques à interdire les échecs dans toutes les stations antarctiques, par peur que la tension psychologique de l'isolement combinée à la rivalité du jeu ne produise d'autres explosions de violence. Qu'elle soit totalement vraie ou enjolivée par le passage du temps, cette anecdote illustre parfaitement la fragilité de l'esprit humain lorsqu'il est confronté à l'extrême. L'Antarctique est un désert de glace, un espace sans échappatoire, où les journées se ressemblent et où l'isolement peut devenir oppressant. Dans un tel contexte, chaque détail du quotidien prend une importance disproportionnée. Une partie d'échecs, banale en apparence, peut devenir un exutoire des frustrations accumulées, un champ de bataille miniature où se rejoue le besoin de dominer et de prouver sa valeur. Les échecs eux-mêmes portent en eux cette intensité. C'est un jeu sans hasard, où tout repose sur la stratégie, la patience et l'ego. Perdre une partie n'est pas seulement une défaite ludique, c'est accepter que l'autre est mieux pensé, mieux anticipé, mieux calculé. Dans un environnement déjà saturé par le froid, la solitude et l'enfermement, ce genre d'affront peut devenir insupportable. L'interdiction des échecs dans les stations soviétiques a donc une valeur presque symbolique. Elle rappelle que dans certaines conditions, ce n'est pas l'environnement physique qui est le plus dangereux, mais l'état psychologique des hommes qui y vivent. On pourrait s'attendre à ce que les menaces principales en Antarctique soient le gel, les tempêtes ou la faim. Pourtant, l'histoire de Vostok nous dit que la plus grande menace peut venir de la psyché humaine enfermée trop longtemps dans une cage de glace. Dans les années 1970 et 1980, la République démocratique allemande mit en place un programme secret de dopage d'État qui toucha des milliers d'enfants et d'adolescents. Ce plan, connu sous le nom de « Plan d'État 14.25 », visait à transformer de jeunes athlètes en machines de compétition. Les entraîneurs et les médecins, agissant sur ordre du régime, administraient des stéroïdes anabolisants, notamment l'oralturinabol, souvent présentés comme de simples vitamines. Les parents n'étaient pas informés et encore moins consultés. L'objectif était clair, faire briller la RDA sur la scène internationale en accumulant les médailles olympiques. Chaque victoire devait servir de vitrine à la supériorité du socialisme. Derrière les podiums et les drapeaux, cependant, se cachait une réalité tragique. Ces jeunes sportifs, certains encore à peine sortis de l'enfance, furent utilisés comme cobayes humains, manipulés, surveillés et façonnés pour servir la propagande du régime. Beaucoup d'entre eux payèrent un prix terrible. Les années suivantes révélèrent des séquelles profondes, infertilité, dépression sévère, lésions irréversibles aux organes, troubles hormonaux et parfois même des décès précoces. Le plus glaçant est que certains médecins et entraîneurs furent décorés par l'État pour leur contribution scientifique, comme si cette manipulation de corps et de vie n'était qu'un simple progrès médical. Ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne que l'ampleur du scandale apparut pleinement. Les archives furent ouvertes, les victimes commencèrent à témoigner, et le monde découvrit la mécanique impitoyable d'un système qui avait sacrifié l'innocence et la santé de milliers de jeunes au nom du prestige sportif. Ce chapitre sombre de l'histoire allemande rappelle que derrière les records et les victoires spectaculaires des Jeux olympiques de l'époque, il y avait des destins brisés, des carrières volées et des vies marquées à jamais. Dans les années 1930, l'Australie a mené ce qui est passé à la postérité comme la « guerre des émeutes ». Oui, un pays entier s'est retrouvé en conflit armé avec de grands oiseaux incapables de voler, et le résultat fut inattendu, ce sont les émeutes qui ont gagné. Le contexte était celui de la Grande Dépression. De nombreux anciens soldats australiens, revenus de la Première Guerre mondiale, s'étaient installés comme fermiers dans l'ouest du pays. Mais ils faisaient face à un problème insoluble. Des milliers d'émeutes migraient vers leurs terres agricoles, dévastant les cultures de blé dont ces fermiers dépendaient pour survivre. Le gouvernement, voyant la situation s'aggraver, décida d'envoyer l'armée, avec des mitrailleuses Lewis, pour contenir la menace.
Ce qui suivit tourna rapidement à la farce militaire. Les émeutes se révélèrent être des adversaires insaisissables. Rapides, en groupe, capables de courir jusqu'à 50 km/h et de se disperser avant que les tirs puissent les atteindre efficacement, ils échappaient constamment aux soldats. Les armes s'enrayaient, les embuscades échouaient, et malgré des milliers de balles tirées, le nombre d'émeutes abattus restait ridiculement faible comparé à l'ampleur de la population ennemie. L'opération finit par être abandonnée dans la gêne générale, et l'épisode fut tourné en dérision dans la presse. Davy Crockett, figure légendaire de l'Ouest américain et héros populaire, participa dans les années 1830 à la Révolution texane contre le Mexique. Avant de rejoindre le combat, il écrivit dans ses journaux une histoire étrange qui, encore aujourd'hui, intrigue et fascine. Selon son récit, alors qu'il voyageait pour rassembler des volontaires prêts à défendre l'indépendance du Texas, il aurait croisé une créature gigantesque, semblable à ce que l'on nomme aujourd'hui un Bigfoot. L'apparition n'était pas hostile. Au contraire, la créature lui aurait adressé un avertissement mystérieux, annonçant sa mort prochaine et l'inutilité de résister à son destin. 6 mois plus tard, Davy Crockett trouva effectivement la mort lors du siège de Fort Alamo, en 1836, aux côtés d'autres défenseurs texans. Le lien entre cette rencontre surnaturelle et son sort tragique devint une part de la légende qui entoure son nom. Qu'il s'agisse d'une hallucination, d'un mythe rapporté pour renforcer son aura de personnage, ou d'un témoignage sincère consigné dans ses écrits, cette histoire contribua à façonner l'image d'un homme qui semblait déjà marcher entre l'histoire et la légende. La mort héroïque de Crockett à l'Alamo donna une dimension encore plus mystérieuse à ce prétendu avertissement venu d'un être hors du commun. En 1875, un incendie éclata dans un entrepôt de Dublin où étaient stockés des barils de whisky. La chaleur intense fit éclater les fûts, et l'alcool en flammes se répandit dans les rues, formant littéralement une rivière de whisky qui serpentait à travers la ville. L'image paraît presque mythologique, une scène digne d'un conte ou d'une satire, mais elle fut bien réelle. Lorsque les pompiers et les habitants réussirent enfin à maîtriser le brasier, la rivière s'était dissipée et la catastrophe semblait terminée. Pourtant, le bilan humain révéla une tragédie d'un autre ordre. 13 personnes avaient perdu la vie, non pas brûlées par le feu ni écrasées par l'effondrement des bâtiments, mais mortes d'empoisonnement à l'alcool. Elles s'étaient précipitées pour boire directement à même les rigoles ou avaient récupéré le whisky dans des seaux, incapables de résister à cette abondance soudaine. Ce détail transforme un fait divers spectaculaire en parabole sociale. Dublin, au XIXe siècle, était une ville marquée par une pauvreté endémique, par les séquelles de la Grande Famine et par les inégalités criantes de l'Irlande sous domination britannique. L'alcool y tenait une place centrale, à la fois comme refuge et comme fléau. Ce qui aurait pu être une scène de destruction classique devint une tragédie révélatrice. Les victimes ne moururent pas du feu, mais de la tentation et du désespoir, en buvant jusqu'à l'excès une ressource qui incarnait à la fois le prestige économique de l'Irlande et son poison social. En 1968, Israël mit en œuvre une opération secrète digne d'un roman d'espionnage, connue sous le nom des « Opérations Plein-Bas ». Après que la France, jusque-là leur principal fournisseur, eut cessé de livrer de l'uranium, les autorités israéliennes élaborèrent un stratagème complexe pour se procurer la matière première indispensable à un programme nucléaire militaire. Sous couvert d'une société écran et grâce à un réseau d'intermédiaires, ils parvinrent à mettre la main sur plusieurs centaines de fûts remplis d'uranium sous forme de poudre jaune, officiellement destinée à une utilisation civile. Les cargaisons furent discrètement détournées en mer et finirent par arriver en Israël. Ce stock devint la base même de leur arsenal nucléaire moderne, un secret jalousement gardé pendant des décennies et qui joua un rôle central dans l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Quelques décennies plus tôt, dans un tout autre contexte, une autre histoire étonnante se déroula en Amérique du Nord. Dans les années 1860, un groupe d'immigrés irlandais aux États-Unis, connu sous le nom de Fenians, nourrissait encore la volonté de libérer leur patrie du joug britannique. Après la guerre de sécession, beaucoup d'entre eux avaient une expérience militaire et décidèrent de l'utiliser dans un plan pour le moins audacieux, envahir le Canada. Leur idée, aussi folle que désespérée,
était de conquérir des territoires canadiens pour ensuite les échanger contre l'indépendance de l'Irlande. Plusieurs tentatives furent lancées, impliquant des centaines d'hommes franchissant la frontière armée et organisés comme une véritable armée. Mais les invasions tournèrent court, mal préparées, vite contrées par les forces britanniques et canadiennes, elles échouèrent à chaque fois. Ces épisodes, l'un marqué par un coup de maître géopolitique et l'autre par une aventure presque irréaliste, montrent deux facettes très différentes de l'histoire, la ruse froide et calculée d'un État cherchant à assurer sa survie, et l'audace téméraire d'exilés prêts à tout pour voir leur pays libre, même au prix d'entreprises vouées à l'échec. Les magnolias sont une espèce d'arbre si ancienne qu'ils ont évolué avant même l'apparition des abeilles. Cela signifie que leurs fleurs ne sont pas adaptées aux pollinisateurs que nous considérons aujourd'hui comme emblématiques, mais aux coléoptères. Ces insectes étaient déjà présents il y a des dizaines de millions d'années, alors que les abeilles n'avaient pas encore fait leur apparition dans l'histoire de l'évolution. Ce détail botanique peut sembler anodin, mais il révèle quelque chose de vertigineux. Les magnolias sont littéralement des témoins vivants d'un monde disparu. Leurs fleurs robustes, avec des pétales épais et cireux, sont une adaptation à la voracité des coléoptères, qui ne sont pas des pollinisateurs délicats comme les abeilles, mais des insectes bruyants et maladroits, souvent destructeurs. Les magnolias ont donc développé des structures capables de résister à leurs mâchoires, garantissant la survie de leur espèce à travers les âges. Ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'à chaque fois que nous observons un magnolia en fleurs, nous regardons une forme de vie qui porte encore les marques d'une époque où les écosystèmes fonctionnaient d'une toute autre manière. C'est une plante qui raconte une histoire vieille de plus de 100 millions d'années, une époque où les dinosaures parcouraient la Terre et où les abeilles, symboles actuels de la pollinisation, n'existaient pas encore. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette survivance. Alors que tant d'espèces ont disparu au fil des ères géologiques, les magnolias continuent de fleurir, témoignant d'une résilience incroyable. Leur existence est un rappel que la nature est faite de couches temporelles entremêlées, et que certains êtres vivants portent encore en eux les traces d'un monde antédiluvien. Au Moyen Âge, certaines coutumes alimentaires prenaient une importance presque religieuse. Parmi elles, la préparation de la moutarde au miel n'était pas une simple recette de cuisine, mais un véritable rituel. Dans certaines villes, on considérait que ce mélange devait être réalisé sous la supervision du clergé, avec des prières et une cérémonie presque sacrée. Le miel et la moutarde n'étaient pas seulement des ingrédients, mais des symboles, et leur union était entourée d'un protocole solennel. Un jour, un homme du peuple osa remettre en question cette pratique. Il déclara qu'il n'était pas nécessaire d'attendre une fête religieuse ni la bénédiction d'un prêtre pour mélanger deux condiments. Pour lui, il suffisait d'ouvrir un pot de miel, d'ajouter de la moutarde et de savourer le résultat. Il pensait simplement à la praticité et au plaisir, sans comprendre à quel point ces paroles heurtaient la tradition et l'autorité religieuse. La réaction fut immédiate et d'une violence démesurée. La communauté, persuadée qu'il avait commis un blasphème en profanant la sacralité du rituel, le jugea coupable d'irrévérence. Son entêtement fut interprété comme une insulte à la foi et à l'ordre établi. Et dans un élan de ferveur mêlée d'intolérance, on alla jusqu'à le condamner à mort. La sentence fut exécutée sans détour, il fut décapité pour avoir osé suggérer que la moutarde au miel pouvait être préparée simplement, sans prêtre, sans cérémonie et sans toute la mise en scène qui l'accompagnait. Ainsi, au cœur d'une époque marquée par la rigidité des croyances et le poids des rituels, un simple condiment devint l'objet d'une querelle de vie ou de mort. Au milieu du XIXe siècle, la Chine a connu la plus grande guerre civile de toute l'histoire humaine, et l'origine de ce cataclysme tient à une trajectoire individuelle presque improbable. Un homme du nom de Hong Xiuquan échoua plusieurs fois aux examens impériaux, ce système qui déterminait qui pouvait accéder à l'administration et gravir les échelons du pouvoir. Après son dernier échec, il tomba malade et subit ce qui ressemblait à une crise psychotique. Lors de sa convalescence, il lut une traduction approximative des évangiles et en conclut qu'il était le frère cadet de Jésus-Christ, envoyé pour purifier la Chine. Ce qui aurait pu rester un délire isolé prit rapidement une ampleur inimaginable.
Dans un empire secoué par la corruption, les famines et l'ingérence étrangère, son message trouva un écho massif. Il affirmait être chargé d'établir un royaume céleste, une nouvelle ère de justice divine débarrassée des démons, qu'il identifiait aux dirigeants mandchous de la dynastie Qing. Ce mouvement, appelé la rébellion des Taiping, attira des millions de partisans, paysans miséreux, marginaux et déclassés qui voyaient dans cette cause à la fois une promesse religieuse et une revanche sociale. Entre 1850 et 1864, la guerre fit rage et transforma le sud de la Chine en un champ de bataille permanent. Les armées Taiping contrôlèrent un territoire immense, établirent leur propre capitale à Nankin et imposèrent un régime théocratique qui mélangeait christianisme réinventé, réforme sociale radicale et dictature mystique. Les combats furent d'une intensité effroyable. Les massacres, les famines et les épidémies firent entre 20 et 30 millions de morts, un chiffre qui dépasse largement celui de la Première Guerre mondiale. Ce qui frappe, c'est l'étrange mélange entre un délire personnel et un contexte historique explosif. L'échec à un examen, une traduction maladroite de textes bibliques, une crise psychologique, tout cela aurait pu ne produire qu'une anecdote marginale. Mais dans une société à bout de souffle, ces éléments se sont cristallisés en un mouvement de masse qui a bouleversé la moitié d'un continent. Hong Xiuquan ne s'est pas contenté de croire à sa mission divine, il a réussi à convaincre des millions d'individus de la partager, au point de plonger la Chine dans une guerre civile qui a redessiné son histoire. En 1879, dans le royaume de Buganda, aujourd'hui intégré à l'Ouganda, un événement surprenant bouleversa les certitudes de la médecine occidentale. Un missionnaire britannique, le docteur Robert Felkin, assista à une opération qui semblait tout droit sortie du futur. Ce jour-là, un guérisseur local pratiqua une césarienne sur une femme en travail. À une époque où, en Europe, cette intervention était considérée comme quasiment suicidaire pour la mère comme pour l'enfant, l'opération fut réalisée avec une maîtrise stupéfiante. Le praticien utilisa du vin de banane, à la fois comme antiseptique et comme anesthésiant. Les instruments chirurgicaux, eux, avaient été soigneusement passés au feu pour être stérilisés. Felkin observa, médusé, la précision des gestes. Le guérisseur ouvrit l'abdomen avec une habileté chirurgicale rare, prit toutes les précautions pour limiter le saignement, puis referma soigneusement la plaie après avoir extrait l'enfant. Le plus incroyable fut que la mère survécut, tout comme le bébé, et qu'aucun signe d'infection n'apparut par la suite. À une époque où les maternités européennes étaient encore marquées par des taux effroyables de mortalité maternelle et infantile, cette réussite relevait presque du miracle aux yeux d'un médecin occidental. Robert Felkin, loin de nier ce qu'il avait vu, publia son témoignage dans des revues médicales, admettant avec honnêteté que l'Afrique possédait des savoirs médicaux avancés, ignorés ou méprisés par l'Europe. Ce moment reste l'un de ces épisodes méconnus de l'histoire qui renverse la vision coloniale habituelle. Il démontre que des techniques médicales sophistiquées existaient sur le continent africain bien avant que la médecine européenne n'en maîtrise les principes. Au début des années 1950, la CIA a acheté pratiquement toute la production mondiale de LSD. Pendant près de 20 ans, elle a utilisé cette drogue de façon totalement incontrôlée, en administrant à des individus sans qu'ils en soient informés ni qu'ils aient donné leur consentement. Les victimes n'étaient pas uniquement des cobayes externes, les agents de la CIA eux-mêmes se retrouvaient parfois expérimentés de force, au point que même la cafetière de bureau aurait été contaminée. Quand on sait cela, certaines des dérives et des décisions absurdes prises par l'agence pendant les années 1960 prennent un éclairage très différent. Ce programme portait un nom, MKUltra. Derrière ce sigle technocratique se cachait un projet qui visait à explorer le contrôle mental, la manipulation de la mémoire, l'arme psychologique absolue qui permettrait de dominer un ennemi sans tirer une seule balle. L'idée était alimentée par la peur de la guerre froide et par l'obsession que les Soviétiques ou les Chinois avaient découvert des méthodes de lavage de cerveau. La CIA, dans sa logique paranoïaque, a décidé qu'elle ne pouvait pas rester en arrière et s'est lancée dans une série d'expérimentations d'une brutalité insensée. Ce qui choque, c'est la manière dont ces expériences ont violé tous les principes éthiques imaginables. Des prisonniers, des patients d'hôpitaux psychiatriques, des étudiants, des soldats,
mais aussi des citoyens lambda ont été drogués à leur insu. Certains en sont morts, d'autres ont développé des traumatismes psychologiques irréversibles. Et tout cela se faisait sous la bannière de la sécurité nationale. Le cynisme est tel qu'il en devient presque caricatural. Pour protéger la démocratie et la liberté, l'agence censée incarner l'état de droit a piétiné la dignité et la santé de milliers d'individus. Le plus déroutant reste le climat interne de l'agence elle-même. Des rapports évoquent des réunions où personne ne savait s'il n'était pas en train de triper à cause d'un café trafiqué par un collègue qui testait les effets. Des décisions politiques et des opérations clandestines ont peut-être été influencées par des États hallucinés. Quand on se demande pourquoi certaines initiatives américaines à cette époque paraissent déconnectées de toute logique, ce détail ouvre des perspectives troublantes. Au début de Chicago, la ville faisait face à un problème d'hygiène colossal. Construite à seulement quelques centimètres au-dessus du niveau du lac Michigan, elle ne bénéficiait d'aucune pente naturelle permettant aux eaux usées de s'écouler. Les déchets stagnants s'accumulaient, et avec l'essor de l'industrie de la viande, les rues se transformaient littéralement en mares de sang, de viscères et de boue. On raconte que certaines voies ressemblaient à de véritables lacs fétides, et qu'il arrivait à des passants de tomber des trottoirs et de se noyer dans cette mixture répugnante. Face à cette situation intenable, la ville prit une décision extraordinaire, relever Chicago d'un étage entier. Des armées d'ouvriers furent mobilisées, munis de milliers de vérins à vis. Maison par maison, rue par rue, on soulevait les constructions pour installer en dessous un réseau d'égouts moderne, avant de combler les espaces avec de la terre. Ce chantier titanesque donna lieu à des scènes presque irréelles. Certains bâtiments furent déplacés en blocs, glissant lentement sur des rails jusqu'à un nouvel emplacement. Et le plus spectaculaire fut sans doute lorsqu'un hôtel entier, occupé par ses clients, fut soulevé puis déplacé sans que ses occupants aient besoin de quitter leur chambre. Grâce à cette opération d'ingénierie unique, Chicago parvint non seulement à se débarrasser de son problème sanitaire, mais aussi à se doter des infrastructures qui allaient lui permettre de devenir la grande métropole industrielle que l'on connaît. Il existe une histoire militaire à la fois absurde et incroyable, celle d'un soldat qui aurait capturé un char en utilisant son parapluie. L'anecdote raconte qu'il s'approcha de l'engin blindé, réussit à atteindre le conducteur par l'ouverture de la trappe et lui planta la pointe de son parapluie dans l'œil, forçant l'équipage à se rendre. On pourrait croire à une légende inventée autour d'un feu de camp, mais ce genre d'épisode a existé, car la guerre est pleine de moments de chaos et d'improvisation. Les récits militaires ne sont pas faits uniquement d'armées disciplinées et de batailles rangées. Ils sont aussi traversés par des instants où un individu se retrouve face à une situation disproportionnée et doit improviser avec les moyens du bord. Le parapluie devient alors une arme improbable, un objet du quotidien détourné pour accomplir un acte qui paraît relever de la fiction. L'idée même qu'un soldat armé d'un simple parapluie puisse contraindre l'équipage d'un char d'assaut à capituler est révélatrice de l'asymétrie psychologique de la guerre. Le char est censé représenter la machine de destruction ultime, la supériorité technologique, la terreur mécanique. Mais dans ce cas précis, la vulnérabilité humaine reprend le dessus. Un conducteur blessé, paniqué, enfermé dans un espace réduit, peut suffire à faire basculer l'équilibre des forces. La machine cesse d'être invincible dès lors que l'humain à l'intérieur est neutralisé, même de la manière la plus inattendue. Au début du XVIe siècle, alors que la Grande-Bretagne était en guerre contre la France napoléonienne, un navire français fit naufrage au large de la petite ville portuaire de Hartlepool, sur la côte nord-est de l'Angleterre. Parmi les rares survivants repêchés, il y avait un passager bien particulier, un singe, qui avait probablement servi de mascotte à l'équipage. Les habitants, qui n'avaient jamais vu un tel animal, furent intrigués par cette créature étrange, couverte de poils et vêtue de morceaux d'uniforme. Dans le climat de suspicion et de haine qui régnait à l'époque envers tout ce qui était français, certains crurent sincèrement qu'il s'agissait d'un espion ennemi envoyé pour recueillir des informations. Un procès improvisé eut lieu sur la plage. Les villageois, incapables de comprendre que c'était un animal et non un homme déguisé, l'interrogèrent sans succès. Le silence du singe, bien sûr,
fut pris comme une preuve de culpabilité, et la peur de voir un espion s'infiltrer dans leur ville acheva de sceller son sort. Finalement, le malheureux fut condamné à mort et pendu. Cette histoire, aussi absurde que tragique, est restée dans la mémoire collective. À Hartlepool, elle est encore racontée aujourd'hui, parfois sur un ton de légende locale, parfois comme une satire des excès de la peur et de l'ignorance en temps de guerre. Le singe pendu devint même une sorte de symbole moqueur attaché à la ville et à ses habitants. Les Néerlandais ont littéralement mangé leur premier ministre au XVIIe siècle. Cette scène qui semble irréelle s'est produite en 1672, une année que l'histoire des Pays-Bas appelle étrangère, l'année du désastre. Le pays était envahi par les armées françaises, anglaises et allemandes, et à l'intérieur, les tensions politiques explosaient. À cette époque, Johan de Witt était le grand pensionnaire, une sorte de premier ministre avant l'heure, figure républicaine opposée au retour du pouvoir monarchique incarné par la Maison d'Orange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Johan de Witt avait incarné pendant 2 décennies le pouvoir républicain dans un pays où une partie de la population restait farouchement attachée à l'idée d'un chef dynastique. Quand la situation militaire s'est effondrée, quand les villes étaient menacées et que l'économie souffrait, il est devenu le bouc émissaire parfait. Les foules, chauffées par des pamphlets et des rumeurs, le voyaient comme responsable de la crise et comme l'ennemi de leur sauveur naturel, Guillaume d'Orange. En août 1672, Johan de Witt et son frère Cornelis furent arrêtés. Le 20 août, une foule enragée se rassembla devant la prison de La Haye, où les 2 hommes se trouvaient. Ce qui suivit fut un déchaînement de violence d'une brutalité presque inimaginable. Ils furent massacrés, mutilés, et certains membres de la foule allèrent jusqu'à manger des morceaux de leur chair. C'est un acte qui dépasse la simple exécution politique et qui plonge dans l'horreur d'une violence collective poussée à son paroxysme. On pourrait voir cet événement comme une anecdote morbide de l'histoire européenne, mais il révèle des mécanismes humains qui ne sont pas si éloignés de ce que l'on connaît encore. La foule, animée par la peur et la colère, devient capable d'atrocités qu'aucun individu n'aurait imaginé commettre seul. La déshumanisation d'un adversaire politique conduit à l'animalisation, au cannibalisme comme acte symbolique ultime, avaler l'ennemi, effacer son existence, consommer son corps comme pour s'approprier sa puissance et marquer la victoire de la foule sur le pouvoir. Quand les pèlerins ont accosté à Plymouth Rock, ils ont rencontré un membre de la tribu Wampanoag qui parlait anglais et qui avait même déjà voyagé jusqu'en Angleterre. Cet homme s'appelait Tisquantum, que l'histoire retient surtout sous le nom de Squanto. Son histoire est à la fois fascinante et tragique car il avait été kidnappé en 1614 puis vendu comme esclave en Espagne. C'est grâce à l'intervention de prêtres franciscains qu'il fut racheté et libéré. Par la suite, il réussit à atteindre l'Angleterre et, après plusieurs années, il retourna en Amérique en 1619, juste avant l'arrivée des pèlerins en 1620. Ce qui est frappant ici, c'est la façon dont une destinée individuelle peut croiser des événements historiques majeurs. Quand on imagine la rencontre entre les pèlerins et les populations autochtones, on a souvent en tête un contact brutal, marqué par l'incompréhension totale. Pourtant, voilà un homme qui, à cause de souffrances inimaginables, avait appris la langue et les codes culturels européens et qui allait se retrouver au cœur de cette rencontre fondatrice de ce que deviendraient plus tard les États-Unis. Il n'était pas seulement un interprète, il représentait en quelque sorte un pont entre 2 mondes, mais un pont bâti sur une histoire d'esclavage, d'exil et de survie. Son retour n'a pas été un simple retour chez lui. Lorsqu'il a retrouvé son territoire natal, il a découvert que son peuple, la tribu Patuxet, avait été décimé par des épidémies introduites par les Européens, probablement la variole. Il était donc l'un des derniers survivants de sa communauté. Cela donne à son rôle auprès des pèlerins une dimension encore plus troublante, car il a aidé des étrangers à s'installer sur des terres qui autrefois appartenaient aux siens, des terres désormais vides à cause de la catastrophe démographique provoquée par les maladies importées. Pendant un certain temps, les Romains les plus riches utilisaient des serviettes en amiante. L'idée peut paraître absurde aujourd'hui, mais à l'époque, c'était perçu comme une prouesse. On pouvait jeter ces serviettes directement dans le feu pour les nettoyer. Les impuretés disparaissaient en cendres,
mais la fibre minérale résistait intacte, prête à être réutilisée comme si rien ne s'était passé. Quand on y réfléchit, cela illustre parfaitement la mentalité romaine de l'élite, une fascination pour le luxe et pour la maîtrise technique, même lorsqu'elle reposait sur des matériaux dangereux. L'amiante, de leur point de vue, n'était pas un poison mais une merveille de la nature. Sa résistance au feu paraissait presque magique, comme un défi lancé aux limites humaines. Pouvoir montrer à ses invités que ces serviettes ne craignaient pas les flammes, c'était une démonstration de statut social et de supériorité culturelle. Ce qui rend la chose encore plus troublante, c'est de savoir ce que nous connaissons aujourd'hui de l'amiante. Nous savons qu'il provoque de graves maladies respiratoires, des cancers mortels, qu'il s'agit de l'un des matériaux les plus toxiques jamais exploités à grande échelle. Pourtant, les Romains l'intégraient dans leur quotidien comme un symbole de prestige. Ce contraste crée une sorte de vertige, ce qui était vu comme un signe d'ingéniosité et d'abondance se révèle, avec le recul, comme une pratique inconsciente de l'autodestruction. Cela pose une question qui dépasse le cas de l'amiante. Combien de pratiques actuelles, que nous voyons comme pratiques, modernes, voire luxueuses, seront peut-être perçues dans 2000 ans comme des comportements insensés et dangereux? Le plastique, par exemple, est encore partout malgré ses effets délétères sur la planète. Les pesticides et les produits chimiques de synthèse que nous utilisons massivement pourraient un jour être évoqués par les historiens du futur de la même façon que nous parlons des serviettes en amiante, un luxe à court terme payé au prix d'un désastre invisible. Aujourd'hui, on trouve des chiropracteurs dans presque toutes les grandes villes du monde. Pourtant, l'origine de cette pratique est entourée d'une histoire pour le moins singulière. Dans les années 1890, un homme nommé Daniel David Palmer, souvent désigné comme D. Palmer, fonda la chiropraxie. Mais selon son propre récit, il n'aurait pas inventé cette méthode de soins par lui-même. Il affirmait que les principes de la chiropraxie lui avaient été transmis depuis l'autre monde. Palmer expliquait qu'un médecin, décédé environ 50 ans plus tôt, lui était apparu sous forme d'esprit et lui avait communiqué les fondements de cette nouvelle approche médicale. Pour Palmer, la chiropraxie reposait sur l'idée que de nombreux troubles de santé provenaient de désalignements de la colonne vertébrale, qu'il appelait des subluxations. En corrigeant ces déséquilibres par des manipulations manuelles, on pouvait, selon lui, restaurer la santé et permettre au corps de s'auto-guérir. Ce récit, à mi-chemin entre la science et le spiritisme, n'empêcha pas la discipline de se développer rapidement. Bien que fortement critiquée par la médecine conventionnelle et encore débattue aujourd'hui, la chiropraxie se diffusa d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Ce qui avait commencé comme une révélation attribuée à un fantôme devint, en l'espace de quelques décennies, une profession établie avec des écoles, des associations et des millions de patients. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.